Et on revient à notre deuxième partie après le tour de table avec mon premier invité que vous voyez déjà à l'image, c'est Fawzi Abdelrahman, qui est un ingénieur de formation, un homme politique tunisien, actuellement un acteur politique indépendant. Bonsoir, c'est Fawzi. Nous sommes tous acteurs politiques, hein, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des affaires publiques. De la chose publique. Voilà. Je rappelle que vous étiez l'un des fondateurs et un membre du parti FR Tools, qui existe toujours sur la place, et que vous étiez à un certain moment aussi ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était du temps du gouvernement de Youssef Chahine, c'est ça? C'était le troisième gouvernement de Youssef Chahine. Le troisième. Et je suis resté 1 an et 2 mois à peu près. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que vous réagissez par rapport à ce qui se passe sur la scène politique nationale. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements, donc je voudrais avoir au début votre appréciation de la situation en général, avant d'entrer dans les détails. Moi, je pense que nous sommes entrés depuis le 25 janvier dans une sorte de spirale. 25 juillet ou le 25 janvier? Le 25 juillet. 25 juillet, voilà. Pardon. Depuis le 25 juillet 2021, dans une spirale autocratique qui amène forcément à un régime despotique et qui amène forcément à un régime de dictature, c'est-à-dire, et ça casse en fait, ça casse quoi? Ça casse un principe simple de la vie en commun, qui est la contractualisation de la vie sociale, c'est-à-dire le contrat un contrat social par lequel on définit des règles de vie en commun, de paix sociale, etc. Et cette contractualisation, elle est cassée par le président Kais Ben Ali. Saïd, oh là là, c'est un lapsus révélateur. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. Et c'est un, je t'assure que c'est un lapsus. Je sais que c'est un lapsus. Alors, voilà. Et en fait, ce qui se passe, mais c'est un lapsus douloureux, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que, vous savez, c'est une amertume qu'on ressent. C'est comme si on avait vraiment perdu comme ça en l'air une douzaine d'années de notre vie, de notre lutte commune pour changer le visage de la société tunisienne, pour changer le visage de la politique tunisienne, pour faire régner la démocratie, la liberté, les valeurs communes de l'humanité. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal, d'autant plus que on s'est beaucoup investi pendant ces 12 ans, ces dernières années. Depuis la révolution, on avait plein d'espoir. C'est-à-dire, je me rappelle très bien le nombre de personnes qui n'étaient pas politiques du tout, qui ne s'intéressaient pas à la chose publique et qui sont venues dans des partis politiques, dans les associations, dans la société civile, et avec cette énergie positive de faire pour le mieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, finalement, tout ça pour ça, on a fait tout ça pour revenir là où nous étions, dans le carré de l'autocratie, du despotisme, de la vie unique, c'est-à-dire de l'opinion unique. Et est-ce qu'on est revenu vers cette image de la société qui n'accepte pas ces différences, qui ne se regarde pas en face par ces hordes aujourd'hui, j'ai fait un statut Facebook qui parle de ces hordes d'internautes. Je suis certain qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans et qui sont en train d'attaquer d'une manière, des insultes de bas niveau, tous ceux qui ont un avis contraire, qui s'expriment. Voilà. Je suis d'accord avec vous dans ce descriptif, si Fawzi, mais ça ne date pas d'hier, ce n'est pas récent. C'est-à-dire les hordes déchaînées sur la toile. Bonsoir, c'est Nasr Rentré, c'est mon invité suivant. Ces hordes déchaînées sur la toile. On les a vus d'ailleurs. On les a vus. C'est ce que j'ai écrit. En 2011, moi je les ai vus. Voilà. En 2014, ils étaient là. Avec la Nahda, bien sûr, ils ont massacré tous leurs opposants. Et avec Kais Saïd, ils sont en train de faire la même chose. C'est ce que j'ai écrit exactement. Parce qu'on pense la même chose. Et en fait, ces hordes, cet essaim d'abeilles, voilà, de mouches électroniques. On les appelle بالعربي électroniques. On a juste changé de couleur. Voilà, justement, ils prenaient des couleurs en fonction du pouvoir en place.
Et c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes insultes. Oui. C'est-à-dire, on les a vus avec Nav, on les a vus avec Tilef Karama, on les a vus avec Nida Tounes. Exactement, exactement. On les a vus. Oui. Donc, et là, on est en train de les voir avec Qaïs. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est-à-dire, moi je dis ici, et je le dis très haut et clair, ça ne va pas nous empêcher de nous exprimer. Le Dostouri Hall, parce qu'ils ont commencé le jeu en 2011, les restes du Tajama, et par la suite, c'est les hordes ou le double électron de Dostouri Hall. Alors, ça fait partie aussi de ce schéma, de cette moi, image. Ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, ça ne va pas nous empêcher de nous exprimer. C'est-à-dire, s'ils pensent que ça va nous empêcher de nous intimider, etc., ils ne vont pas le faire parce qu'on connaît un petit peu la nature volatile de ces nuées. Par contre, il y a de la manipulation financière là-dedans, derrière. Il y a de l'argent. Moi, j'ai vu, et de l'argent, c'est-à-dire, j'ai vu, et j'ai des preuves pour ça, des profils qui étaient des faux profils et qui étaient utilisés. D'ailleurs, c'est ça. Je parle aux internautes qui nous suivent. Pointer sur quelqu'un qui insulte d'une manière un petit peu basse, très basse, prenez le temps de cliquer sur son profil, envoyez-lui un message, il ne répondra jamais. C'est-à-dire, c'est pas qu'il répondra, il ne lira pas le message. Pourquoi? Ça veut dire parce que c'est des machines qui C'est un robot. C'est des machines. C'est-à-dire, c'est des machines qui utilisent des profils et en fait pour attaquer. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et ça s'appelle des bots. Ça coûte de l'argent. On sait cette technique utilisée dans les réseaux sociaux, on le connaît, on le sait, on les connaît, on a vu ça partout. On les a vus d'ailleurs dans la dernière fois où j'ai eu à faire face à ça, c'était dans l'élection présidentielle 2019 où on avait en face de nous des gens qui étaient des réseaux extrêmement, avec beaucoup d'argent, etc. Voilà. Donc c'est une parenthèse en affaire. Donc juste pour expliquer, c'est des procédés de manipulation de l'opinion. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut dire, c'est des procédés qui ont acquis une certaine sophistication très redoutable, c'est-à-dire très efficace. C'est-à-dire ils savent manipuler des masses et avec des algorithmes, etc. On les a vus partout à l'étranger, etc. Je ne pense pas que ce soit aussi sophistiqué en Tunisie, mais il va falloir faire attention. Peut-être, c'est un appel à l'opposition de prendre quelque chose. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je pense par rapport à tout cet environnement. Je réfléchis tout le temps et je me dis, est-ce qu'on a fait tout ça pour ça? Et en fait, je vais vous livrer la conclusion de mon approche personnelle. Je pense que le sens de l'action politique aujourd'hui, c'est de nous arrêter, de tirer les leçons du passé, de ces 10 dernières années. Et moi, je suis en train de regarder, même avant depuis l'indépendance, depuis l'État national, et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi on n'arrive pas à installer une démocratie saine? J'ai écrit tout un article dans le journal Maghreb en arabe dans lequel j'essaie d'expliquer quelques idées préliminaires, à savoir notre faillite est une faillite dans la constitution d'institutions qui sont le socle de toute démocratie saine et durable. C'est-à-dire, pour que ce soit une démocratie... Nous étions sur la voie. Comment? Nous étions sur la voie, nous étions en cours d'installer ces institutions. Non, on n'était pas sur la voie. Pour sortir de la personnification du pouvoir. En fait, je m'explique. Quand on parle d'institutions, de quoi on parle? On parle tout d'abord, des institutions de la justice, on parle des institutions de la République, oui. On parle de l'administration comme institution, on parle de fonctions extrêmement importantes au sein de l'administration, comme par exemple l'Institut des statistiques, tout ça c'est des institutions. On parle de la société civile, on parle des organisations nationales, on parle de la police, on parle de l'armée, on parle de tout ça, de tous ces corps, on parle des corps intermédiaires qui sont des institutions, on parle de tout ça. Et pourquoi nous n'avons pas réussi? Tout simplement parce que nous n'avons pas mis en place des structures solides, inclusives, qui permettent d'être les piliers d'une vraie démocratie. C'est-à-dire, ces institutions, on n'est pas arrivé à construire des institutions qui ont ce que j'appelais l'auto-immunité. Ça veut dire quoi une auto-immunité? Une auto-immunité, c'est-à-dire une capacité intrinsèque de ces institutions de ne pas être asservies. C'est-à-dire, tu peux venir, par exemple, tu es ministre de l'Intérieur, tu viens pour changer des choses, et bien c'est l'institution elle-même qui t'arrête, qui te dit non, on ne peut pas faire ça. Voilà.
On n'est pas arrivé, la justice par exemple, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à construire une justice qui est capable de dire non à un ministre, de dire non à un pouvoir exécutif. Personne, au fait, Voilà. a cherché Absolument. à réformer, à révolutionner l'institution de Voilà. la justice, par exemple. Donc c'est ça le Le service sens. public de la justice. Donc pour moi, c'est ça le sens de l'action politique. Est-ce que vous C'est-à-dire êtes si arrivé on arrive à sortir, et c'est un problème qui n'est pas politique, c'est un problème civilisationnel. de société? Même, je dirais, est-ce qu'on entre dans la modernité ou pas? Voilà, ça c'est la grande question. Est-ce qu'on est capable, cette société tunisienne, qui est la plus capable parmi les pays arabes, je le pense honnêtement, est-ce qu'on est capable, avec la conscience collective que nous avons aujourd'hui, de construire quelque chose, un plan, qui nous fait sortir par le haut de cette crise qui existe aujourd'hui? C'est pour ça que je me dis que finalement, et c'est ça la différence avec un certain nombre d'activistes, je pense que combattre aujourd'hui la dictature ou l'autocratie de Kais Saïed, pour moi, passe au second plan, avant d'élaborer un vrai projet démocratique pour la Tunisie. Mais c'est le rôle de qui? C'est le devoir. C'est la société civile, c'est les acteurs politiques, c'est-à-dire il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. Ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail collectif. Il faut qu'on s'y mette pour établir noir sur blanc quel type de démocratie on veut. On veut une démocratie inclusive qui laisse personne au bord de la route, mais on veut une démocratie saine. Qui ne permet pas l'asservissement des autorités, qui permet... le président Kais Saïed, ce n'est pas un homme institutionnaliste, c'est-à-dire ce n'est pas un homme en faveur des institutions. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples. Non, c'est vrai qu'il est très individualiste. Non, c'est-à-dire son esprit, l'aql siyasi, c'est-à-dire son esprit, son intellect, n'est pas pour les institutions, pour la Constitution. Il ne va pas nous mettre. Pourquoi? Parce que on a une Constitution qui a été promulguée dans le journal officiel le 30 juin 2022. Ça fait 8 mois. Et pendant 8 mois, il avait toute la latitude d'installer le tribunal constitutionnel. Il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien d'autre parce que c'est fait par nomination. Voilà, par nomination. Non, par la qualité. En qualité, esqualité. Exactement, C'est-à-dire il peut tout simplement, il met les textes qu'il veut. Il n'a pas mis en place non plus les conseils juridiques, c'est-à-dire le conseil supérieur de la magistrature, les 3. Dans la Constitution, on a 3. Donc voilà, il n'a pas mis ça en place. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui croit dans les institutions. C'est pas un institutionnel. Comme tous les précédents, comme tous ceux qui l'ont précédé. Nada n'est pas institutionnel non plus. Elle n'est pas elle n'est surtout pas institutionnelle. En tout cas, si on a à reprocher à quelqu'un le fait qu'il y a eu tout ce vide juridique, justement, qui a permis à Kais Saïed de faire ce qu'il a fait le 25 juillet sur la base de l'article 80, une absence totale de la Cour constitutionnelle, c'est la faute du Parlement, dont la majorité était essentiellement Nahda et Nida. Ils ont saboté, ils ont tout le temps saboté. Essentiellement, Nahda et Nida assument depuis 2014 le fait que nous n'avons pas pu mettre en place les institutions. D'ailleurs, ils n'y croyaient pas aux institutions. Quand on pense, par exemple, à Nourdine Lebhiri, je ne veux pas tirer sur Nourdine Lebhiri, il est en prison, j'espère qu'il sera équitablement jugé s'il est passible d'être jugé. Mais je veux dire, chacun est venu, il a mis la main sur la justice, chacun est venu, il a mis la main sur le ministère de l'Intérieur, tout à fait. Chacun est venu, il a mis la main sur l'administration. Il est temps que nous disions... Je peux compléter votre phrase. Voilà. Chacun est venu, il a tenté, il a tout fait pour mettre la main sur les médias, surtout les médias publics. Absolument. Et ça, c'est une institution également. Chacun qui vient, il prend en fait en otage l'État. Et il met la main sur l'État. Et tant que nous ne sortons pas de ce cercle-là, par une réflexion qui sort par le haut, eh bien, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que je dis, moi, notre sortie est civilisationnelle. D'ailleurs, pourquoi je dis civilisationnelle? Parce que, finalement, dans des zones de crise, les sociétés, quand elles font face à quelque chose d'important, d'une crise profonde. De grave, oui, une crise profonde. Et notre crise, elle est profonde, elle est grave. Parce qu'elle porte un nom. En fait, c'est une autocratie, mais c'est une autocratie populiste. C'est-à-dire qu'il peut s'enseigner dans les écoles politiques comme un exemple typique, un cas d'école
du populisme avec toutes ses composantes. Et on peut l'expliquer comme ça. Voilà. Je prends juste 2 secondes pour expliquer un parallèle. En France, pendant le gouvernement de Vichy, la France était occupée, et bien l'opposition, les syndicats, etc., tous se sont réunis et ils ont créé ce qu'ils ont appelé eux le Conseil national de la Révolution. Et le Conseil national de la Révolution, ils ont fait un petit programme qui était très court. Ce programme-là, il était une vision qui met les bases de la sécurité sociale en France, et c'était une vision futuriste après la guerre. Voilà ce qu'ils comptaient faire. C'est quel type de société ils veulent. Eh bien, c'est exactement ça ce qu'il faudrait, on pense. Et ce texte-là est devenu en France, jusqu'à aujourd'hui, un texte presque supraconstitutionnel. D'accord. Un petit peu, c'est cette volonté-là qu'il faut sortir par nous. J'ai compris l'idée, voilà. Fawzi Abdelrahmane, mais je vous pose la question et je voudrais une réponse en toute sincérité. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que la totalité de la société tunisienne, l'ensemble des composantes de la société civile et tous les acteurs politiques, y compris les partis sur la place et qui sont opposants à ce que fait le président Kais Saïed aujourd'hui, est-ce qu'ils sont déjà mûrs, prêts, capables justement de produire ce projet de société d'avenir que vous venez de décrire? La réponse est non. Non. La réponse est Combien non. de temps il va falloir il va nous falloir pour y arriver? Parce que, tout simplement, il faut comprendre, parce que nous avons des divisions qui sont un peu graves, et il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été réglées. C'est-à-dire on ne fera pas l'économie de régler un certain nombre de questions. Les assassinats, par exemple? Par exemple, la position de l'islam politique dans la vie politique, par exemple. Le fait que, quel type de contrat social on veut. Est-ce que c'est un contrat social inclusif? Mais ça vient dans la discussion, en fait. Oui, mais déjà. On ne peut pas inventer ça de prime abord. Il va falloir se mettre déjà autour d'une table. Vous avez raison. Converser, dialoguer, le préalable, discuter et par la suite arriver oui. au projet commun, au contrat social. Vous le dites si bien. C'est-à-dire, il faut déjà, pour en discuter, il faut s'asseoir autour d'une table. Voilà. Il faut de la contradiction. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne sont pas capables de s'asseoir autour. Il n'y a pas que les Destouriens et Nada qui ne nous assoient pas sur la même table. C'est-à-dire toute l'opposition tunisienne, elle est tellement disparate que pas mal de composants ne veulent pas s'asseoir avec les uns et les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je réponds à la question. Mais ceci n'empêche que le vrai sens de l'action politique, pour moi aujourd'hui, avec un petit peu de réflexion, j'ai essayé de lire un peu les bases de la pensée populiste, comment elle se base, comment ça finit dans certains pays, dans certaines autres expériences, comment on peut s'en sortir de cette crise. Voilà, je vous donne la quintessence de ce que je pense aujourd'hui. Vous êtes en train de travailler sur un document, sur un rapport, un livre pour... Non, je travaille avec des think tanks sur la question économique et sociale, et j'ai beaucoup travaillé pendant les mois qui ont précédé sur les obstacles dans la création de richesse en Tunisie. Pourquoi on n'est pas arrivé à créer une richesse qui a 3 éléments suffisantes, déjà en volume, parce que notre richesse elle est très faible. Deuxièmement, inclusive, qui ne laisse personne dehors. Et troisièmement, durable. Voilà. Et en fait, j'ai identifié un certain nombre de critères pourquoi ces raisons-là. Je suis en train d'y travailler. D'accord. Vous avez parlé des institutions aussi, oui. Abdelrahmane. La stabilité de l'État, la continuité de l'État, etc. Juste comme ça, à chaud, je vous pose la question, quel est votre sentiment par rapport à la toute dernière décision du président Kais Saïed, une décision qui a été annoncée, prononcée hier soir, tardivement dans la soirée, celle de dissoudre les conseils municipaux qui sont élus et à qui il ne reste pas beaucoup de temps justement pour arriver à terme de leur mandat. C'est-à-dire que d'ici la fin du mois d'avril, normalement, ils devaient partir tranquillement, spontanément, par la nature des choses. Alors non, il a décidé de les dissoudre et de les remplacer par les délégations spéciales. Peut-être que c'est dans la précipitation, moi-même, je n'ai pas eu assez de recul pour assimiler cette décision et pour la comprendre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce point? J'ai dit tout à l'heure que le grand titre de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un régime populiste.
Et il faut savoir, c'est quoi un régime populiste dans son essence? Tout d'abord, le populisme n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une insulte non plus. Non, non, ce n'est pas une idéologie, c'est sûr. C'est une description d'un style de gouvernance. Voilà. Alors, le populisme, il se base sur un certain nombre de principes, dont essentiellement il y a un chef unique, donc autocratique. Donc, le populisme va avec l'autocratie, et donc va avec le despotisme également. La personne symbole. Voilà, la personne symbole. Il y a un chef qui décide de tout. Et c'est ce qu'il disait depuis 2 ou 3 ans. Après Saïd, c'est-à-dire il disait il y a un seul État, il y a un seul chef, il y a un seul, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas entendu, hein, mais il le disait depuis très longtemps. Deuxièmement, il se base sur la suppression pure et simple de tout ce qui est intermédiation sociale. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir un intermédiaire entre le peuple et la politique de l'État ou l'État. Et l'État, et en fait le chef, le patron du pays. Et cette intermédiation, donc ça veut dire qu'on va tout casser. C'est-à-dire on casse tous les corps intermédiaires. Et dans les corps intermédiaires, il y a bien sûr les partis politiques, les organisations nationales, les institutions de la société civile, les élites du pays. Et il y a aussi les élus locaux. Donc voilà, et en fait, c'est une manière de dire, je prends en main tout, je prends tout en main. Moi, je m'y attendais à cette décision parce que c'est le propre du populisme, de la pensée populiste, de tout prendre en main. Pourquoi voilà. Ça n'a pas été fait 6 mois en arrière, une année en arrière? Parce que... Au lendemain du 25 juillet 2021. Pourquoi maintenant? Je ne pense pas... Nous sommes si fort, nous sommes le 9 mars, oui. C'est-à-dire qu'il nous reste encore, je ne sais pas combien, 7 semaines. Oui. Alors moi je pense qu'il veut prendre les décisions avant les élections, c'est-à-dire tout simplement pour essayer de changer la loi électorale, il l'a annoncé. Il a annoncé, il va la changer. Il a annoncé, donc il faut qu'elle change la loi électorale. Et deuxièmement, il faut qu'il mette en place quel type de collectivité locale il veut, de préparer peut-être ses gars, lui et sa tribu, à prendre les responsabilités des collectivités locales. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, il y a un point extrêmement intéressant. Vous savez, le populisme, il est contre les institutions. C'est pour ça que le populisme ne veut pas d'institutions. Il casse les institutions. Parce qu'il ne doit pas y avoir des intermédiaires entre la direction, le patron qui est lui, et le peuple. Et sa vision du peuple, elle est une vision un petit peu théorique. C'est-à-dire, il idéalise le peuple et il l'homogénéise. Et sa conception du peuple, c'est celle-là. Il dit, je veux être le patron du peuple, voilà le porte-parole du peuple. Tous les populistes, tous les chefs populistes de l'Amérique latine, regardez, Hugo Chavez disait, je ne suis que la voix du peuple. Et tous, ils disent la même chose, hein, c'est-à-dire, et Kais Saïd est un parfait exemple de ce populisme. Et, quelque chose de très important, le populisme se prête également, donc quand on supprime les institutions, ça laisse la population très friande, très réceptive des théories du complot. Donc c'est pour ça que le complotisme est une partie inhérente au populisme. Un ingrédient principal dans la recette, alors c'est pour ça, par exemple, la pénurie des matières premières, des biens alimentaires, des produits alimentaires, c'est le lait, le sucre, le café, tout. Voilà, c'est un complot, c'est un complot. L'opposition politique, c'est un complot. Tout est complot. Tout est expliqué par le complot. Et le complotisme est quelque chose de simple à expliquer parce qu'il simplifie la grille de lecture pour les gens. Il leur donne un truc plus c'est gros, en plus ça s'absorbe bien. Et le complotisme fait partie du populisme. Donc on est dans ces systèmes-là de gouvernance, on est dans ces systèmes de pensée populistes. Vous me facilitez les choses, vous me faites directement la transition parce que j'allais vous poser la question sur justement le sujet qui a accaparé notre attention, qui a fait couler beaucoup d'encre,
qui a fait engendrer beaucoup de réactions mécontentes à l'intérieur comme à l'extérieur. Effectivement, surtout le premier communiqué du président de la République par rapport aux migrants irréguliers qui sont présents sur le sol tunisien. Et vous avez vu, je crois, le discours qu'a tenu le président Kais Saïed hier devant le président de la Guinée-Bissau, Embalo. Moi, j'ai visionné 2 à 3 fois la vidéo, tandis que Sissoko Embalo parlait de l'Afrique, de l'africanité des Tunisiens, de l'africanité des Nord-Africains et des leçons de géographie, parce qu'on se trompe très souvent en parlant des Africains comme si nous n'étions pas nous-mêmes. Le président Kais Saïed en face ne parlait justement que du complot, de la conspiration, et il a beaucoup En fait, il n'a pas parlé avec le président de la Guinée, il n'a pas parlé du complot pour le grand remplacement. Non, pas du tout. On a oublié cette histoire. Cette histoire a été mise dans le casier depuis le deuxième communiqué du 5 mars, justement. Est-ce que vous considérez qu'on a fait un pas en arrière et s'est rétracté par rapport à cette idée qu'il a avancée au début, qu'il y avait un plan satanique qui venait d'ailleurs pour faire un grand remplacement et pour faire comment dire, installer, habiter ces populations migrantes sur le sol tunisien. J'ai exprimé juste pour terminer mon idée, il a parlé justement du complot et que tout est complot, on a mal interprété, on l'a fait exprès, il a parlé de malveillance, de mauvaise foi dans l'interprétation de son communiqué, de son intention. Cette culture du complot, et qui est reprise par beaucoup de gens, qui ont perdu le sens critique dans l'analyse. Expliquer l'immigration déjà dans son premier communiqué du Conseil de sécurité nationale par un complot et qui porte les stigmates et les caractéristiques de l'extrême droite européenne, xénophobe et raciste. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'avec le tollé général qu'il y a eu, aussi bien à l'étranger qu'au local, comme tu disais, parce qu'il y a eu des réactions, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'éléments pour prouver ce qu'il dit. Moi je pense qu'il ne s'est pas remis en cause. Parce que se remettre en cause, c'est dire on m'a induit en erreur, on m'a donné un dossier qui est finalement vide et je m'en excuse. Voilà. Et puis on clôt la question. C'est pas le type à présenter des excuses. Donc il n'a pas clos le problème. Par contre, il est en train d'expliquer que la réaction des gens face à ce discours xénophobe et raciste, eh bien, ça c'est un complot. Et voilà, et vous allez trouver cette question de complot partout dans son discours, et qui se marie bien avec l'idée populiste. C'est-à-dire, si vous trouvez... D'ailleurs, le complotisme, c'est quelque chose qui a été étudié par des universitaires partout dans le monde. Il y a beaucoup d'études. Moi, j'ai essayé de lire un petit peu là-dessus. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur le complotisme, sur ces caractéristiques. Pourquoi on a du complotisme? En fait, le complotisme, il apparaît dans des sociétés dans lesquelles soit il y a trop d'institutions et on ne comprend pas le régime, on ne comprend pas le fonctionnement des institutions, et donc on a tendance à mettre des complots, comme aux États-Unis d'Amérique par exemple, on est en train de mettre beaucoup de complots sur beaucoup de choses, soit manque absolu d'institutions, et c'est notre cas à nous, et là il y a du complot, etc. Et on explique partout des choses par le complotisme. Voilà. D'accord. Je voudrais avoir votre position, votre lecture, Sifazi Abdelrahman, sur ce qui s'est passé justement dans le dossier des migrants. Oui. Et je crois qu'on a assez parlé de la position officielle du président Kais Saïed, du régime qu'il a mis en place, de ses 2 communiqués, de ce qu'il voulait dire et vers où il va aller. Mais je voudrais justement qu'on se concentre un tout petit peu, effectivement, sur la réaction des Tunisiens et Tunisiennes, le comportement surtout des Tunisiens et des Tunisiennes. Vous avez vu durant ces 11 ou 12 jours, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup d'agressions verbales, d'agressions physiques, de la violence, du rejet, du racisme refoulé. Moi, je suis justement encore sous le choc. Tout ce racisme refoulé chez certains parmi nous, chez nos concitoyens et concitoyennes avec qui
nous vivons. Alors, moi aussi, j'ai été surpris par la réaction d'un certain nombre de membres de ma famille, parfois, assez lointaines, il faut dire, aussi par un certain nombre d'amis que je considérais comme amis, etc., sur cette question-là, et ça m'a beaucoup déçu, ça m'a beaucoup incité. Vous avez perdu des relations durant ces derniers jours? Non, moi je ne perds pas de relations, non, je ne mets pas jamais de relations, mais je note ma désapprobation, c'est tout, mais je ne casse pas mes relations. Malgré toutes les différences, j'essaie, je ne suis pas un homme cassé. Même face à une attitude de fasciste, je casse les relations quand il y a une ligne rouge qui est dépassée, c'est celle du respect, c'est tout. Mais sinon, il a des avis même fascistes, j'essaie de garder le contact parce que c'est une manière peut-être de ramener à la bonne à la raison. Et le problème, c'est que quand on a commencé à voir ça, d'ailleurs, la réaction, c'est pour ça qu'il est important de le dire à mes amis internautes qui sont en train de nous suivre. En fait, le problème, on ne reproche pas au président Kais Saied le fait de s'attaquer à l'immigration clandestine. Pas du tout. Et s'il avait tenu juste un discours comme il l'a tenu avec le président de la Guinée-Bissau hier, il n'y aurait jamais eu de réaction. Il y a deux choses qui ont fait qu'il y a eu cette montée en flèche et ce communiqué de la Banque mondiale qui est un précédent pour la Tunisie, et ça nous fait mal, très mal. Moi, j'ai travaillé 20 ans sur l'Afrique. On va revenir. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Alors, donc il y a deux choses qui font mal à la Tunisie. Le premier, c'est le discours du président, cette thèse raciste du grand remplacement, qu'il semble maintenant mettre en sourdine, et sur laquelle il n'a aucune preuve irréfutable. S'il est sorti en nous disant, voilà, il y a un complot contre la Tunisie pour un grand remplacement, on a trouvé des bailleurs de fonds, on a trouvé des acteurs qui ont commencé, de l'argent, et il met des juges sur le coup, et il y a une instruction qui part en flèche. Peut-être qu'on se tait, on attend qu'il y ait une continuité, mais il n'y a rien. Et on sait à peu près d'où ça vient, cette affaire-là, par ce fameux groupe. Un parti? Et ce n'est pas un parti finalement. Le ministère de l'Intérieur dit qu'il n'a pas de parti. Ah bon? Non, il n'a pas Ce de n'est licence. pas un parti qui a la licence qui est autorisée? Il n'a pas de licence. C'est le ministère de l'Intérieur qui dit qu'il n'a pas de licence. C'est un groupe qui a travaillé. Bon, j'ai écouté leur thèse. Hein. Il se passe sur des vidéos d'activistes négroïdes qui sont extrémistes et qui n'ont aucune crédibilité. Qui ne vivent pas en Tunisie. Non. Et puis qui n'ont aucune crédibilité, leurs thèses sont farfelues. C'est comme si tu venais me dire, voilà, moi je suis en contact avec des Martiens qui viennent de la planète Mars, et voilà ce qu'il faut faire. Voilà. C'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point, c'est la réaction de certains Tunisiens par rapport à cette population africaine. Il faut savoir que les Africains qui sont ici, à Tunis, ils ne sont pas venus pour s'installer à Tunis. Exactement. Ils sont venus en Tunisie comme une terre de passage pour l'Europe. Il faut le savoir, il faut le comprendre. D'ailleurs, leur nombre n'est pas si grand que ça. Et alors, par rapport à ça, ils ont trouvé un environnement de travail dans lequel les Tunisiens n'y étaient pas. Les Tunisiens refusent de travailler. Moi, je suis ex-ministre de l'Emploi. Je peux vous dire quels sont les 4 domaines. Votre homologue a été limogé il y a quelques jours. Oui. Alors, les quatre domaines dans lesquels il y a de la demande de la main-d'œuvre et les promoteurs ne trouvent pas assez de main-d'œuvre sont le bâtiment. La maçonnerie, voilà. Les bâtiments. Le textile. Pour les jeunes filles essentiellement. Dans les usines, donc. Oui, les textiles, surtout pour des jeunes filles. Oui. Le tourisme. Et l'agriculture. Voilà. Donc, les Africains subsahariens qui sont avec nous, ils ont trouvé, à part le textile. Qu'est-ce que vous appelez tourisme déjà? Il faut préciser. Le tourisme et les services, c'est-à-dire les restaurants, les cafés, etc. Un plongeur, c'est voilà, ça. Quelqu'un pour laver la vaisselle, quelqu'un pour servir la voilà, c'est-à-dire tout. Pour nettoyer. Alors pourquoi les Tunisiens faire le ménage. Pourquoi les Tunisiens n'aiment pas y aller? À cause du caractère saisonnier de cette activité.
Le bâtiment à cause du caractère non valorisé du métier. Le textile, kiff, c'est parce que à cause du caractère non valorisé du métier pour les jeunes filles, Oui. et parce que le secteur du textile ne s'est pas rénové de manière à permettre un environnement moderne du travail, etc. Et la partie, la quatrième, c'est l'agriculture, parce que tout simplement c'est un travail dur et qui n'est pas très bien payé, il n'y a pas de couverture sociale, etc. Voilà, ça c'est les raisons. Donc les Africains ont trouvé ces éléments-là, ils sont intégrés, et puis il faut poser la question. Est-ce que, maintenant on m'a posé la question dans une radio locale, est-ce qu'il y a de la place pour une main-d'œuvre étrangère en Tunisie? Moi je dis honnêtement oui, il y a de la place pour une main-d'œuvre comme tous les pays, et nous sommes en train d'exporter notre main-d'œuvre de cadre. Peut-être qu'il faudrait un jour résoudre le problème de l'emploi des non-cadres en Tunisie. Et il y a cette répulsion de nos jeunes. On a un gros problème de nos jeunes parce que notre chômage, Madame Amel, c'est que c'est un chômage de cadre, c'est-à-dire de diplômés supérieurs. 40%, 32% pardon, du chômage sont des cadres et les 75% des cadres sont des jeunes filles. Donc pourquoi les jeunes filles? Parce qu'elles ont perdu toute mobilité sociale et c'est pour ça. Donc voilà, c'est une réflexion, il faut mettre en place des politiques publiques, il faut mettre en place un débat national sur le sujet, mais on est très loin des débats nationaux, on est très loin de ces vraies problématiques qu'on doit résoudre. Vous pensez qu'il va falloir revoir un projet aussi je ne sais pas, d'éducation, un projet purement pédagogique pour répandre la conscience, le savoir, la culture du respect des droits de l'homme au sein de la population tunisienne. D'ailleurs, je vais pas t'étonner. En fait, les Tunisiens ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas qu'en Afrique, il y a des grands hommes historiques qui ont façonné l'Afrique de l'indépendance dans les pays. Du temps de Bourguiba, ça c'était une culture assez répandue. Oui. On parlait de ma génération, on parlait d'Arabe Diouf, on parlait ma de génération, ces grandes. On parlait de Sékou Touré, on parlait du garçon qui a été assassiné en Burkina, comment il s'appelle, Sankara. On parlait de Nkrumah, etc. On parlait de Jemal Abdel Nasser à l'époque, etc. On parlait de Bourguiba. Il y avait des grands patrons qui étaient nationalistes africains et qui ont bâti leur pays. En plus, on a des grands monsieur, c'est-à-dire qui sont de loin supérieurs à pas mal de gens, que ce soit Nelson Mandela, ça c'est l'Afrique, que dans les arts, dans le cinéma, etc. Ce continent est merveilleux. Et ce continent, on est fiers d'y appartenir. On a oublié ça, malheureusement. On oublie. Ça parce que tout simplement, on a une idée un peu péjorative, parce qu'on ne fait pas. C'est ça l'éducation. Vous avez parfaitement raison, Ahmed. C'est ça sur lesquelles il faut travailler pour éduquer les gens sur les valeurs, tout d'abord humanistes. Parce que nous sommes dans un monde et on doit promouvoir les valeurs humanistes. Sinon, on est en dehors, on est à la marge de l'humanisme universel. Alors, la Tunisie n'a rien à se reprocher sur ce plan. On est un pays de brassage intellectuel. Je vais vous expliquer, je vais vous faire sourire. On a un dispositif dans la formation professionnelle qui est le dispositif de la formation professionnelle. Oui. En 2018, on avait 500 jeunes africains, des pays de l'Afrique. Et moi, j'ai développé cette activité beaucoup. Et j'ai demandé, et d'ailleurs la Guinée, je leur ai dit, vous envoyez vos gars, envoyez vos jeunes, on va les prendre. On va les mettre avec nous, etc. Et je peux vous assurer que les jeunes Tunisiens en contact avec les jeunes Africains sont de loin meilleurs qu'aux jeunes qui ne sont pas en contact. Pourquoi? Ne serait-ce que pour l'usage de la langue. Oui. Ne serait-ce. Et en plus, ce brassage culturel est très bénéfique pour nos jeunes. Il est très bénéfique, ça ouvre leur esprit, etc. Donc c'est pour ça que je dis, il y a à réinventer l'éducation nationale dans cet axe-là et dans l'axe de l'appartenance. Deuxièmement, nous sommes musulmans et la culture de l'islam, on l'a oublié. La solidarité musulmane, tous ceux qui sont en train de venir ici, dans nos pays, c'est des déshérités.
sont c'est des pauvres. Abr Sabil, dont parle la religion musulmane, c'est Abr Sabil. Même c'est-à-dire, en arabe, je vais utiliser un autre mot, al-mustad'afin. C'est des pauvres, ils sont pauvres, ils sont misérables. Imaginez pourquoi quelqu'un quitte son pays pour être dans un pays sans papier, sans rien. C'est grave, c'est-à-dire, nous avons cette culture. On a oublié notre culture, on a oublié la culture islamique, musulmane, même arabe, la culture arabe, la vraie culture arabe d'accueil, etc. On a oublié ça. Et là, on est en train de montrer. C'est désolant, et j'espère que c'est une minorité. Il faut des études sociologiques là-dessus. On est en train de montrer ce qu'il y a de pire dans la nature humaine à l'occasion de ça. Et c'est ça le tort de Qays Saïed. Et moi, je le tiens personnellement, lui, responsable de cette montée de xénophobie et de racisme, parce que le discours officiel, premièrement, il déshumanise un discours, et deuxièmement, il déculpabilise le discours de ceux qui viennent après. Et les gens, tu vas trouver des gens, il y a un de mes amis, il me dit, si le racisme était ça, alors je suis raciste. Je dis, attends, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est-à-dire, on est en train de déculpabiliser tout ce qu'il y a de vil, tout ce qu'il y a de malsain dans la nature humaine. Voilà, c'est ça un petit peu, et c'est pour ça que vous avez parfaitement raison. C'est l'éducation. Il va falloir nous repositionner, nous arrêter, nous dire, attendez, on ne peut pas continuer comme ça. On arrive à la Banque mondiale. Vous m'avez dit que vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé pour des pays de l'Afrique. Oui. Mais ce n'était pas au sein de la Banque mondiale. Non, j'ai travaillé dans une société privée qui était américaine pendant toute ma carrière, en informatique. Et j'étais directeur régional de l'Afrique subsaharienne francophone, avec parfois des pays du Maghreb également, j'avais aussi, et parfois même pas subsaharienne francophone, même subsaharienne anglophone. J'avais le Nigeria pendant 3 ans dans mon scope, j'avais le Ghana un petit peu aussi, et puis j'ai beaucoup voyagé dans ces pays, je connais les ethnies, je connais ce qu'a fait aussi la colonisation française. Vous savez, en Afrique, les ethnies sont horizontales. Et la colonisation française, portugaise, espagnole, etc., ils ont découpé ça verticalement. Donc ce qui fait que les ethnies sont maintenant cross-bordering sur les c'est-à-dire, vous avez un découpage horizontal ethnologique, les cousins ethnique, et les cousines éparpillés un peu partout voilà, dans les pays voisins. Les poules, par exemple, vous allez les trouver dans beaucoup de pays. Et vous avez un découpage politique qui est un découpage qui n'est pas aléatoire comme ça. C'est un découpage pour se absolument, partager, etc. Richesses, donc on est en train, en fait, c'est un grand problème pour l'Afrique. Mais quand on va dans ces pays-là, ces pays adorent les Tunisiens. Ils nous aiment beaucoup. Et moi, j'ai été témoin, et je vais raconter une petite anecdote comme ça. J'étais responsable des opérations en Afrique et on devait aller à la Guinée-Conakry rencontrer la Banque centrale guinéenne. Et la Banque centrale de la République de Guinée, j'attendais des patrons qui venaient des États-Unis, donc qu'ils prennent leur visa. Moi, je n'avais pas de visa à prendre, eux, etc. Donc on les attend. Ensuite, on est allé sur place ensemble. Alors, on est rentré, on était 3 ou 4 personnes, je ne me rappelle plus. Et moi, j'ai présenté les présents, je me suis présenté, j'ai présenté le président. Alors, le numéro 2 de la banque à l'époque, il me regardait, il me dit, vous êtes tunisien? Je lui dis oui. Alors il se tourne vers les autres, il leur dit excusez-moi, il sort de son bureau, il vient et m'embrasse. Il me dit, je te salue mon frère. Et puis il revient et il nous explique, il lui dit, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. En 1958, la Guinée équatoriale de Sékou Touré a pris son indépendance, 2 années après l'indépendance tunisienne, et Bourguiba a reconnu l'État tout de suite. Ils avaient beaucoup de problèmes à l'époque avec la France parce qu'ils n'ont pas accepté leur indépendance, en fait. Bien sûr. Ça s'est très mal passé, parce que Sékou Touré était plutôt du côté socialiste, etc. Donc les Français n'avaient pas accepté ça. Et Bourguiba a appelé Sékou Touré, lui dit, nous sommes un pays, on n'a pas beaucoup de moyens, en quoi je peux vous aider? Et Sékou Touré lui dit, aidez-moi à monter un secteur financier à une banque centrale. Des banques, donc. Et depuis ce temps-là, depuis 58, moi je suis allé dans les années 90, et depuis 58, 40 ans plus tard, il y avait toujours un cadre de la Banque centrale tunisienne dans la BCRG, dans la Banque centrale de la République du
Guinée, il y avait toujours un cadre qui était là pour aider les... Donc imaginez le capital qu'on avait, imaginez le capital. Et la Guinée est un pays super riche, très mal gouverné, toujours des dictatures malheureusement militaires, etc., même celle-là. Mais c'est un pays, d'ailleurs ils ont un proverbe guinéen qui dit « Quand tu jettes un caillou en Guinée, il y a un arbre qui sort ». Donc c'est un pays c'est facile et c'est riche. 300 jours de pluviométrie, 300 jours. On avait une possibilité de faire des choses merveilleuses en Guinée, au Niger, au Mali, etc. Malheureusement, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de vision. Et aujourd'hui, alors, tout ce capital qu'on a fait, pourquoi ils aiment les Tunisiens, les Africains? Parce que les sociétés qui y vont, il y a plein de petites sociétés qui y vont, et d'entrepreneurs, petites et grandes, en fait, ils y vont sans aucune aide de l'État tunisien, contrairement à d'autres pays. Et ils n'ont pas l'aide des secteurs financiers. Il n'y a aucune banque qui aide les promoteurs tunisiens à aller en Afrique. Donc, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de faire confiance à eux-mêmes et à leur capacité. Donc, ils terminent leur projet juste en général avant le temps, en partie. Et c'est pour ça qu'on a une très bonne presse. Et comme les Tunisiens sont des gens sociables, etc., et on est ouvert après tout. Les gens éduqués tunisiens sont ouverts, ils connaissent, etc. Et donc, ils nous adorent. En plus, les gens qui font des études ici, les Africains, les jeunes Africains, qui font des études ici, quand ils reviennent dans leur pays, ils sont des cadres. Et ça, c'est des excellents ambassadeurs. Moi, j'en ai rencontré en Côte d'Ivoire, j'en ai rencontré au Burkina, des Tunisiens qui ont fait leurs études à Tunis, ici, et qui gardent un excellent souvenir parce qu'ils ont des amis, ils se sont fait des amitiés partout, ils connaissent la société tunisienne, et ils reviennent dans leur pays avec des postes de responsabilité, mais en même temps en étant des vrais ambassadeurs pour la Tunisie. Tout ça, ça me met hors de moi, mais tout ça disparaît en 3 jours. C'est ça qui est terrible. J'espère que c'est passager. Non, le mal est fait, Emel. Ma dernière, je préfère rester optimiste malgré cette douleur que je ressens moi aussi. Une dernière question sur justement le communiqué de la Banque mondiale, la nouvelle attitude de la Banque mondiale. Quelles en seront les répercussions à votre avis avec votre casquette d'homme politique et d'ancien ministre, Fawzi Abdelrahman? Moi, je pense que si vous regardez l'historique de la Banque mondiale, quand est-ce que la Banque mondiale a émis des commentaires, des communiqués sur le racisme en général? J'ai essayé de revoir l'historique. Ils ont fait un séminaire sur le racisme, un séminaire mais sans mettre en joue des pays, et ils ont eu une position extrêmement dure par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, il y a la Tunisie. C'est vous dire le mal profond qu'il y a. Et ça crée quand même une ambiance. Je vous entendais tout à l'heure. Bien sûr, les politiques, les diplomates de la Banque mondiale, que ce soit Sifel Belhaj ou d'autres, que le représente la Banque mondiale ici à Tunis, c'est des diplomates. Mais ils ne vont pas. En plus, Fed Belhaj, les Tunisiens, il est dans une situation inconfortable. Je comprends leur position, ils sont dans une situation très embarrassée. Mais ils ne peuvent pas nier quand même la confirmation de la Banque mondiale sur la suspension des travaux pour le plan. Une pause. Voilà. La suspension jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Ça veut dire qu'on n'arrête pas les programmes en cours, mais on stoppe ou on suspend la discussion du plan sur 3 ans, 2023-2027. J'étais ministre de la formation professionnelle, on avait un projet Banque mondiale qui s'appelle Moubediru. C'est un projet de 60 millions de dollars dans 7 gouvernorats en Tunis pour combattre la pauvreté. C'est ça le rôle de la Banque mondiale. Oui. Et la Banque mondiale et le FMI sont 2 institutions sœurs. Elles ont été toutes les 2 créées en 1944 à Bretton Woods, aux États-Unis, par les pays. Toutes les 2 ont 189 pays aujourd'hui, actionnaires, et toutes les 2 coordonnent leurs actions. Quand la Banque mondiale tousse, le FMI est terminé. Et c'est pour ça que ça crée une ambiance qui est malsaine. Et j'espère que je vois très mal le dossier de la Tunisie passer au FMI dans cette ambiance un petit peu malsaine. Donc c'est pour ça que je dis, il est important qu'on dépasse cette crise gratuite
on n'en avait absolument pas besoin, et qu'on passe à autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Banque mondiale, elle nous a donné en 2022, elle nous a octroyé 532 millions de dollars de prêts, et en 2023, 234, quelque chose comme ça, 230 millions. Ça veut dire qu'on prend chez eux presque autant que ce qu'on prend chez le FMI. Donc c'est important, et c'est important parce que les projets Banque mondiale sont des projets pour la lutte contre la pauvreté, pour pousser, pour développer le secteur privé, c'est-à-dire c'est des projets, ils se sont distribués les rôles, hein, le FMI et la Banque mondiale. Le FMI, il est sur les équilibres financiers, sur la valeur de la monnaie, sur les équilibres budgétaires, etc., sur le macroéconomie. Et la Banque mondiale, elle est sur les projets, lutte contre la pauvreté, la précarisation, l'exclusion, les infrastructures, etc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, et c'est dommage qu'on en arrive là. Quand même, on va rester optimiste quand même si Fawzi, malgré tout ce qui se passe, j'espère que ça va très très vite passer cette crise qu'on va dépasser. Le pessimisme sont des états d'âme. On va se remettre au travail assez rapidement, j'espère. Merci infiniment. Je te remercie, c'est toi. Et puis surtout, je te souhaite beaucoup de bonne chance. Merci. Je sais l'injustice à laquelle tu as fait face à la radio tunisienne. Je suis solidaire avec toi. À la télévision surtout, mais on dépasse. Voilà, et à la télévision. Et je suis totalement solidaire. Je voulais m'exprimer et m'exprimer là-dessus. J'étais très ravie de vous recevoir et de vous entendre justement nous exposer votre point de vue sur ce qui se passe. Merci infiniment. Dans un petit moment, on va parler cinéma puisque mon invité Sina Sersadi est déjà là. À tout de suite.